Donc sur les épisodes d'après, bon, il y a eu évidemment la saga avec la BMW, avec tes victoires. Ça, c'est vraiment il y a des histoires. Qu'est-ce que tu retiens de moi, je retiens surtout, c'est que j'ai eu une chance extraordinaire, c'est que j'ai été appelé par VM. Dès la deuxième année, je me suis retrouvé sur une moto qui était quand même la meilleure moto du plateau. Pas forcément la mieux en termes de suspension et de partie cycle, mais il y avait un moteur qui était un moteur extraordinaire. Et justement, pour revenir sur la première étape, donc la deuxième année où je suis sur BM, on refait cette étape, au lieu de faire Regan-Insala, on fait Insala, on l'a fait dans l'autre sens, Insala-Regan. Et donc là, on arrive à Regan, et moi premier, Fenouil second. Donc les deux BM en tête. C'était du désert. Donc c'était du désert, donc ça commençait bien. Et là, il y avait un épisode extraordinaire. Donc on avait déjà une équipe super organisée, avec un team manager, Bainauer, qui n'avait jamais mis les pieds en Afrique. Donc c'était le service course BM à l'époque, c'était bon. C'était cocasse. Mais donc lui, il travaillait, il est dans un... Mercedes, GE, non? Non, un Toyota à l'époque. Un Toyota pick-up. Mais il avait sa table avec ses chaises, donc table et chaises, papier, machin, et il s'installe, briefing et tout, révision des motos avec les mécanos. Mécano, c'était un de ses copains, Helmut Paul, qui était dentiste de profession. Très gentil, Helmut Paul. Et puis il y avait Gary, qui était toujours le mécanicien de Fenouil. Et ils font la révision des motos. Et premier briefing, toujours, il nous dit, parler allemand, donc parler un peu français quand même, il nous dit, là ça va pas du tout, va falloir que vous rouliez moins vite, parce que sinon on va jamais arriver à Dakar. Première étape, hein. Oui. Donc première étape, et on est en tête, premier, deuxième. Alors nous on le regarde, parce qu'avec Fenouil on dit, mais attends, c'est une course. D'où il sort c'est une course, alors on lui explique, on lui dit que c'est une course. Il dit oui, mais c'est pas possible parce que déjà là les roulements de colonne de direction ils sont marqués, il y a des billes carrées, le moteur fuit, il y a de l'huile qui fuit par les joints toriques, aux embases, donc il faut, sinon on va jamais arriver au bout, quoi. Donc là on se dit c'est pas possible, je veux dire, bon, passe la nuit, il révise les motos. Et le lendemain, on repart, moi en tête, à l'attaque. Et il se passe ce qui devait se passer, c'est-à-dire que forcément un peu dans l'enthousiasme et sur une piste, donc la traversée du Tanez-Rouf, un peu bosselée, etc. Je fais un sur-régime, deux sur-régime, et au 5e ou peut-être au 10e sur-régime, deux soupapes se cognent et le moteur s'arrête. Donc je reprends un coup au moral. En me disant, putain, moi qui croyais que j'avais la bonne moto, ça s'arrête, et je vois toute la course passer, donc Fenouil il passe, machin, etc. Et là je me dis, putain, là je suis mal barré quand même. Et j'attends un bon moment, et heureusement, enfin c'était pas très loin du départ, mais comme la spéciale est super rapide, la voiture d'assistance est arrivée pas trop tard, entre guillemets. Je les vois arriver, entre-temps je l'avais mis sur la béquille, j'avais essayé de regarder, Helmut Paul descend, et lui il comprend tout de suite, hop, il déculasse, il enlève la culasse, je vois les deux soupapes qui se sont touchées. L'avantage c'est que sur ce moteur, on prend une culasse, on la met dessus, c'est des tiges de culbuteur, donc il n'y a pas de réglage de la distribution. On resserre la culasse, un coup de kick, et le moteur repart. Et il me dit, allez, vas-y, roule. Il me dit juste, fais attention au régime moteur, parce que t'as compris. Prends pas trop de tours. Et là, d'un seul coup, alors mon moral qui était passé en bas repart comme un fou. Et je me dis, et là on avait quand même, c'était long, hein, parce qu'on allait jusqu'à Gao, donc on faisait 650 ou 700 bornes. On allait à Gao, là. Et donc, on roule, et puis au bout d'un moment, je commence à rattraper des poussières, je commence à doubler des mecs. Et donc là, chaque fois que je doublais, tu vois, je voyais, tu vois, tu récupérais. Je commence à récupérer, donc je me dis, bon, ça va bien. On arrive à Borges,
qui était le ravitaillement essence, donc je ravitaille. J'ai un peu de mal je demande, mais on me dit pas, on me dit simplement que voilà, que je suis pas trop mal placé, mais bon. Et puis je finis par sur la deuxième partie, donc on commence à être plus roulant après le désert, sur un peu de sable. Et là je rattrape Fenouil, qui m'avait donc doublé depuis un moment, quoi. Et donc là, je commence à reprendre espoir, parce que je me dis, si je rattrape Fenouil, d'abord, ça veut dire que je vais relativement vite, et mais j'ai un bon rythme, parce que là, on a quand même fait 500 bornes, j'ai pas encore pété le moteur. Donc, je suis partagé entre aller un peu plus vite, et pas trop vite, et finalement, on arrive à Gao, et à Gao, voilà, donc j'ai récupéré beaucoup de temps, je ne sais plus très bien comment je suis, mais enfin, je suis relativement bien placé. Et cette fameuse étape où on est à Gao, à l'hôtel de l'Atlantide, magnifique. Et magnifique. Et donc on est tous sur la terrasse à boire la bière du Mali, la bière La Gazelle. La Gazelle. Belle, c'est des bouteilles de 50 centilitres, des grandes. Et il y a une photo d'ailleurs, on est tous ensemble, neveux, etc. Bon, parce que bon, à l'époque, on arrivait, et une fois qu'on arrivait, on avait du temps, hein, parce qu'avant que les voitures arrivent, et puis il n'y avait pas de bivouac, enfin il n'y avait pas grand-chose, quoi. C'était... Dormait à l'hôtel. Dormait à l'hôtel, ouais. Quand même. Et donc là après, on fait la boucle de Gao, donc on fait Gao-Mopti, Gao qu'on avait déjà fait l'année d'avant, et dans cette boucle de Gao, je pète un amortisseur et je me dépanne. Et là, j'ai la présence d'esprit. J'avais toujours des petites sangles avec moi, des sangles BM, tu sais, qui accrochent les motos dans les caisses. Quand je pète l'amortisseur, je bricole, je remets le ressort en place, j'accroche l'amortisseur avec les sangles. Bref, j'arrive à rouler. Pas beaucoup de suspension, mais j'arrive à rouler. Debout. J'arrive à rouler. Et je finis la spéciale, donc c'était le long du fleuve Niger, avec pas mal de navigation. C'était Mopti. Et on arrive à Mopti Gao. Et en fait, je fais une bonne navigation, parce que j'arrive, je sais plus, enfin 5e ou 6e, et les cadors se sont pas mal paumés, parce qu'en allant trop vite, la navigation était compliquée. Et moi, du coup, avec ma suspension cassée, j'ai roulé doucement. Donc j'ai bien suivi le roadbook et je ne me suis pas perdu. Le lendemain, on fait la fameuse étape Tombouctou-Gao. Tombouctou-Gao, ornière de sable et tout, pilotage magnifique, enfin une spéciale enduro. Je veux dire, enduro. Un peu enduro. Et j'arrive à Gao, et en fait, à Gao, je suis en tête. Et je me retrouve en tête de la course. Et là, malgré les casses. Malgré les casses, malgré l'amortisseur. Donc je me dis, là, j'ai quand même la moto qu'il faut. Mais faut pas oublier que là, on est quand même en 80, donc c'est la deuxième année, et on est dans le début de l'aventure. Je veux dire, pour moi, c'est un changement de vie complet. Je veux dire, 2 ans avant, j'étais commercial dans le textile, donc j'étais pas du tout, j'avais jamais fait de la course. Et donc de Gao, donc on était suivi à l'époque par l'équipe de Sierra Production, qui était le début de l'équipe de vidéo de Thierry Sabine, avec Dominique Pipa, Pierre Fauque, et puis un troisième. Et puis ce jour-là, on avait une grande étape de liaison qui nous amenait de Gao jusqu'à Bobo-Dioulasso. C'était 1300 km. On avait 2 jours pour le faire, il fallait arriver avant 17h le lendemain. Donc en liaison. 1300 km de piste, quoi. Donc on part très très tôt, et on roule, et on avait donné rendez-vous à l'équipe de Sierra Production au bord du Niger, dans un hôtel, et on avait dit on y sera vers 8h. Effectivement, on arrive à 8h là-bas, ils nous attendaient. On prend un petit déjeuner, enthousiaste, il y avait une piscine et tout. Je plonge avec le casque dans la piscine, enfin ça fait des images et tout. Parce que voilà, tu vois, on était contents. Bon, on n'était pas en course, on était en liaison, mais bon. Et on mange un morceau, et on prend la route avec Fenouil, et on roule donc toute la journée. On passe Niamey, machin, et on attaque la piste. La nuit tombe, les boss arrivent, enfin bon.
Et on roule il est 10h du soir, 11h du soir, et on roule de nuit, on a faim, on a soif, parce qu'il fait quand même 30-35 degrés malgré très chaud, de nuit. Ouais. Et d'un seul coup, en pleine nuit, le moteur s'arrête, enfin la moto se bloque, roue bloquée. Et moi, je tourne, c'était une piste sur une digue, je descends en contrebas. Fenouil continue, il réalise que je suis pas là, il s'arrête, il fait demi-tour, il revient. Je lui fais signe sur le bord de la piste, il vient m'aider. À deux, on pousse la moto, on arrive à la remonter sur la crête. Et en fait, en débrayant, la roue tourne. Donc en fait, là, c'est la boîte qui est bloquée. Et on est là, boîte bloquée, et je me dis putain, qu'est-ce qu'on fait et tout. Et là, on est fatigué, on a mal aux mains et tout, parce qu'on roule quand même depuis le matin. C'est long. Et je me dis, et puis il y a un gros trafic sur la piste la nuit, des bagnoles qui passent et tout, et d'un seul coup, il y a un petit Toyota Yaris, petit break Toyota qui s'arrête. Le mec demande ce qui se passe, on lui raconte, et le mec il me dit, c'est pas de problème, je t'emmène. Donc nous on réfléchit pas trop, je charge la moto en travers, parce qu'il y avait deux portes latérales en travers, donc elle dépassait à gauche et à droite. Je suis dedans pour la tenir, parce qu'on n'avait pas de sang pour la tenir. Fenouil part devant, sur la moto, et on suit derrière. Sur la tôle ondulée, de nuit et tout. Donc on est là à rouler dans la poussière avec la latérite, on se transformait en peau rouge. Ça te rappelle des souvenirs? Ouais, ça rappelle des souvenirs, et d'un seul coup, il ralentit. Alors, je suis plus ou moins un peu endormi, mais je lui dis qu'est-ce qui se passe? Il me dit c'est la police, c'est la police. Et je regarde, je vois effectivement un gyrophare un peu plus loin. Et je dis la police, gyrophare. Je lui dis mais t'arrêtes pas, il n'y a pas besoin. Alors le mec, si je m'arrête, il s'arrête. Il s'arrête. De police, point du tout. Et gyrophare, contrôle de passage de l'organisation. C'était TSO. Et qui tenait le contrôle de passage? Dominique Sauvette. Dominique Sauvette, mon copain, qui m'avait emmené chez Sabine, qui était copain de Thierry Sabine et qui était fait le contrôle de passage. Donc, il me voit. Bon, là, je comprends rétrospectivement ce qui va se passer. Je descends la moto, etc. Machin, on discute, oui, machin. Tu parlementes un peu, quoi. Ouais, mais bon, parlementer, ça ne servait pas à grand-chose. Et puis, on est là, au CH, et ça fait 1 heure qu'on est là. Et qui en voit arriver au bout d'1 heure? La voiture d'assistance. Et moi, qui en fait... comme dans la folie, je me disais, putain, on va jamais la voir parce qu'on était partis super tôt, et eux, ils sont partis aussi, et ils ont roulé non-stop. Et donc, ils étaient juste derrière moi. Bah oui, donc, j'avais qu'à les attendre. Ils vous suivaient. Donc, ils arrivent, ils changent la boîte, parce que c'était la boîte qui s'était bloquée, et la moto repart. Je repars, j'arrive à Bobo-Dioulasso. À Bobo-Dioulasso. On arrive dans les temps largement parce qu'on on est arrivé dans la matinée alors que tu vois on avait jusqu'à 17h pour arriver. Je me souviens de ça. Et donc le soir, discussion, palabre et tout, et puis briefing de Thierry, Oriol hors course. Et là j'ai pris un coup sur la tombe grave parce que de premier Dakar je me retrouve hors course. Bon là j'ai pris le coup moral grave parce que je me voyais déjà téléphoner à BM pour leur annoncer. Bon, à l'époque, c'était Jean-Pierre Belbé, le patron de BM, qui m'avait fait confiance. Donc, je me dis, bon, bah, ça y est, c'est fini, quoi. C'est plié, ça s'arrête là, quoi. Je retourne dans le textile. Je retourne dans le textile. Et effectivement, je suis reparti le lendemain. Donc, je me souviendrai s'il y a un moment qui a été très, très dur, c'est le lendemain matin, quand j'ai entendu les motos démarrer, et que je suis pas parti avec eux. C'est-à-dire que moi, je suis parti sur la route. Je suis parti pour Bamako. Et à Bamako, j'ai mis la moto sur le train. Et elle est rentrée en train à Dakar. Et moi, j'ai pris l'avion pour rejoindre Dakar. Et ça s'est arrêté là, quoi. Ah, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas, là? Bah oui, malheureusement. C'est fini. Bon, il s'est passé un truc vraiment stupide qui aurait jamais dû se passer, mais qui peut arriver malheureusement pendant la course. C'est-à-dire que j'ai coincé ma boîte à 10 km de Ouagadougou, l'autre jour dans la longue spéciale de liaison qui faisait 1300 km. Et je me suis retrouvé arrêté à 10 km. Ça faisait 1 heure que j'étais arrêté. D'un seul coup, je sais pas pourquoi, j'ai fait une fixation sur le fait qu'à 10 km, il y avait de la lumière, que je pourrais réparer, que je pourrais me coucher, dormir et que je serais frais le lendemain.
Et puis il y a un taxi brousse qui s'est arrêté, je suis monté dedans, je sais pas pourquoi je suis monté, pourquoi je suis pas monté. C'est malheureusement des choses qui s'expliquent pas, mais il y avait un contrôle à l'entrée de Ouagadougou. Et donc il y a des gens qui m'ont vu, je me suis arrêté, et puis à partir de ce moment-là, c'était terminé, parce que le règlement est formel là-dessus, on n'a pas le droit de transporter son véhicule. Et là, le retour en France, il a été un peu pénible, parce que du jour où je suis rentré et pendant plusieurs mois, j'ai entendu « Ah ouais, la moto dans le taxi, c'est toi qui as triché, c'est toi le tricheur et tout. » Donc d'un seul coup, entre guillemets, moi j'avais vécu quelque chose de très fort et tout, mais j'avais pas le sentiment d'avoir triché. Donc d'avoir cette espèce de sentiment de gens qui te disent « T'as triché », il y avait une injustice profonde qui m'a marqué. Et bon, la roue a tourné, puisque j'ai eu la chance d'avoir un coup de téléphone au mois d'octobre, je crois. Et BM m'a rappelé en me disant, écoute, voilà, on engage des motos, on est prêt à te confier de nouveau une moto. Alors là, je suis reparti donc, pour le Dakar 81. 81 cette fois-ci. Oui. Sur une BM qui avait un peu progressé, enfin c'était toujours le même moteur difficile à démarrer, mais un peu mieux que l'année d'avant. Et là, je suis parti par contre avec le couteau entre les dents en disant putain, il faut pas que je laisse passer ma chance. Et j'ai pas laissé passer ma chance, puisque cette année-là, je l'ai gagné, quoi. Mais ça a été le début de l'aventure, parce que c'est vrai que l'arrivée à Dakar, ça a été quelque chose de très fort, et je l'ai revécu récemment, parce que BM a tourné un film il y a 2 ans, et on est retourné sur les traces à Saint-Louis et tout, et j'ai voulu absolument retourner sur ce carrefour. Quand on sort de Saint-Louis, il y a un Y, et on prend la route de Dakar, parce que là, sinon il y en a une qui longe, tu sais, au bord de la mer, la plage. et il y a le panneau, et c'est le même, il n'a pas changé depuis 20 ans. Et là, quand j'étais sur la route direction Dakar, je me dis, ça y est, là c'est bon. Là, je savais que j'avais gagné, et j'ai fondu en larmes sous mon casque, j'étais tout seul sur la route. C'est l'émotion, quoi. Mais ça a été un moment. Et en fait, si tu veux, maintenant, que je revois tous les moments, ces images, ce qui m'est arrivé après, le moment le plus fort, ça a été ça, quoi. Là, ce sentiment, parce que là, ça a basculé. C'est-à-dire que d'un seul coup, l'affront de 80 avait été oublié. Et puis voilà, ça a changé ma vie, parce que le jour où j'ai gagné le premier, après, il y en a eu d'autres, mais je ne savais pas encore, mais cet instant était très très fort. Le premier, c'est le plus fort. Ah, ouais, c'était le plus fort. Ouais. A priori, après, tu as eu d'autres victoires. Bon, après, il y a eu plein de choses. Alors, il y a eu les Italiennes, on va appeler ça l'épopée italienne. Tu peux nous raconter là, parce que là, c'était ton team. Il y a eu les années BM, et bon, après, avec BM, ça s'est un peu dégradé au niveau de l'ambiance, parce que, on peut le dire, je veux dire, l'arrivée de Raillet dans l'équipe, ça s'est pas très bien passé, parce que lui, venant avec sa mentalité de crossman et sa façon de voir les faire choses. de la course qui était pas du tout celle que nous entre guillemets les Africains qui avions fait du rallye raid avion, ça se passait pas très bien. Et puis ça n'enlève rien à ses qualités de pilote, mais humainement on peut pas dire que ce soit un mec qui était très très réglo et très sympa, bien que je veux dire, il nous faisait marrer parce qu'il avait un super accent belge et tout, et donc il nous faisait rigoler. Mais humainement, c'était pas. Enfin, tous les gens qui ont eu affaire à lui, malheureusement, on garde pas un souvenir mémorable. Enfin bon, ça c'est un détail. Mais les relations se sont dégradées au sein du team. Et moi, qui avais donc vécu toute cette aventure BM et qui avait été un peu à l'origine du démarrage du team à une BM, je le vivais assez mal. Donc dès que l'opportunité s'est présentée, j'ai fait le rallye de l'Atlas, et en faisant le rallye de l'Atlas, j'ai vu une moto italienne, Cagiva, avec un moteur Ducati. Je n'ai eu de cesse de les rencontrer, parce que je me suis dit un bicylindre puissant. en V puissant, ça c'est une bonne base pour faire une moto pour le Dakar.
Donc, était vrai. mon complice de l'époque, Gilles Picard, avec qui que je connaissais depuis l'époque du trial, on rentre, discute. Lui, qui était dans les accessoires moto avec Motocross Marketing, me dit, si tu veux, nous on va voir à Cerbis en Italie, viens, on prend un coup de voiture, on y va. Hop, on part tous les deux et on va chez Cagiva à Varèse. Donc on va à l'usine Cagiva, donc on avait pris contact avec eux. Et on arrive chez Cagiva à Varèse. Et là, je leur dis tout de go. Je leur dis, écoutez, voilà, est-ce que vous voulez pas faire une moto pour le Dakar? Alors eux, ils avaient des images, des étoiles dans les yeux. Ils étaient trop contents. C'est parce qu'ils en rêvaient en fait. Mais ils disent, ouais, mais on n'a pas l'argent, c'est pas possible et tout. Et moi, tu vois, j'étais quand même à cette époque complètement inconscient. Je leur dis, mais c'est pas de problème. Vous faites la moto et moi je trouve l'argent. Alors, ils me regardent, ils me disent d'accord, et à l'italienne, ils se tapent dans la main et bon coup. Et c'est comme ça que je suis parti de chez Cagiva avec, entre guillemets, le contrat en main pour faire une moto pour le Dakar. Donc on rentre, et là, une fois que je suis rentré en France... Les problèmes commencent. Les problèmes commencent, c'est que j'avais pas un rond, quoi. J'avais pas un rond, mais j'avais le contrat moral, j'avais le contrat moral. Donc, déjà... l'idée commençait à faire son parcours dans ma tête et je me dis putain machin, je voyais le truc, donc je fais le tour de mes contacts et je vais voir à l'époque mon sponsor qui était Elf à l'époque, un de mes sponsors, mais avec le patron de François Guiter. Donc je raconte et je lui dis voilà, etc., il y a une opportunité de faire une écurie italienne avec Cagiva et tout. Et alors, il m'écoute avec beaucoup d'intérêt, et bon, c'était un mec enthousiaste, hein, il adorait la compétition, c'est lui qui avait fait les roues, qui avait lancé la marque Elf et tout, passionné de course et tout, et il me dit, écoute, on va regarder, on peut peut-être faire quelque chose, je te tiens au courant. Bon, donc ça prend un petit moment réflexion, et puis en fait, il revient vers moi, et il me dit, écoute, il y a peut-être une possibilité, c'est qu'en fait... ce que je ne savais pas, c'est que Cagiva voulait faire un accord de licence avec Ligier pour construire des motos en France. Donc, Ligier était dans la boucle. D'accord. Et Ligier, à l'époque, il faut savoir, c'était tous les budgets de sociétés françaises passaient par Ligier. C'était le Seita, à côté, et Elf de l'autre. Gitane. Donc, voilà. Alors, je dis à Guiter, oui, mais si le contrat, Ligier, moi je vais pas avoir l'argent de la couleur de l'argent et tout. Si, t'inquiète pas. Et avec Guiter, c'était un mec, de ce côté-là, il était formidable. Il a arrangé le truc. Résultat des courses, j'ai eu mon budget. Et un jour, il me dit, c'est OK. Sauf que l'argent, je l'avais toujours pas, parce qu'il fallait qu'il transite par Ligier. Donc le jour où j'ai su que c'était possible, j'ai prévenu Cagiva en disant que c'était en bonne voie, que ça allait se faire. Et finalement, un jour, j'ai été au Seita et j'ai vu pour la première fois un fax. Et donc, j'ai vu le fax sortir avec l'ordre de virement de l'argent qui arrivait sur mon compte. Quoi. D'accord. Direction téléphone, hop, j'ai appelé Cagiva en disant c'est bon, vous pouvez lancer la construction de la moto. Et c'est comme ça que c'est parti. Et donc, c'est parti. Donc, j'avais le budget pour monter l'écurie. Donc, j'avais proposé de faire une écurie. Donc, il m'avait dit bon, voilà, on va faire 3 motos. Je dis 3 motos, il faut mettre 2 voitures d'assistance, parce que déjà, moi, j'avais un peu l'expérience avec BM, donc 2 voitures d'assistance, un camion, et donc je me suis retrouvé à monter une société, acheter le camion, acheter les voitures, et à monter une équipe, parce que moi je partais de rien, je veux dire, j'avais rien. C'était début de team manager. Voilà, début de team manager. Et c'est comme ça qu'on a monté la première année Cagiva, donc donc c'était team Ligier Cagiva, donc la moto était super. Bleu, blanc, rouge. Les Italiens ont fait la moto. Et puis, alors il nous est arrivé des aventures, mais parce que on a voulu faire le rallye d'Algérie pour faire des premiers essais pour rouler un peu. Donc, on va en Algérie qui est organisée par Jean-Claude Bertrand à l'époque. Et c'est là où j'ai marqué un point avec les Italiens. Donc, en Algérie, il n'y avait pas de bivouac, il n'y avait rien. Donc, nous, on avait on était avec nos 2 Landes, on avait emmené tout ce qu'il fallait et on est au départ de la première spéciale à Tit, là, donc vraiment dans le sud algérien. Il n'y a rien, il y a des dunes.
Et les Italiens, ils regardent, ils disent, mais on va dormir. Je dis là, et pour manger, t'inquiète pas, on va faire. Et moi, qui ai un peu d'expérience de la cuisine et tout, j'avais quand même emmené la gamelle, les pâtes, l'ail, l'huile d'olive di Cecco. Ouais. Et donc, je me suis fait faire des pâtes pour les Italiens, quand même, parce qu'il fallait le faire. Fallait le faire. Donc, je leur fais une assiette de pâtes, de spaghettis à l'huile, à l'olive. Je peux dire que je m'en souviendrai, parce qu'on a mangé ça posé sur la gamelle et tout, avec les 4x4 et la moto et tout. Et les Italiens, d'un seul coup, ils me bénissaient, tu vois, parce qu'en plus, bon, on avait quand même un peu de pinard, quand même, parce qu'on ne pouvait quand même pas partir sans rien. Un peu de Chianti. Et c'est comme ça que entre guillemets, je me suis acheté le respect des mécaniciens italiens. Et les mécaniciens, c'est drôle, parce que les deux mécaniciens qu'on avait, il y en a un qui s'appelle Fiorenzo Fanali, qui a été le mécano de Rossi chez Yamaha après, donc c'était quand même un mécano de Grand Prix. Et l'autre, on appelait Testarossa parce qu'il avait les cheveux rouges, mais c'était des mécanos top niveau, quoi. C'était vraiment et chez Cagiva, c'était ça, c'était toute la passion. C'était la passion de la course, parce que à l'époque, les frères Castiglione, ils avaient fait courir les MV, enfin tout, c'était vraiment, ils avaient la compétition cheville au corps. Dans les veines. Et grâce à eux, on a fait une super moto, à tel point que, bon, on prend le départ, on fait la course et tout, avec une moto qui marchait l'enfer, parce que, en fait, elle était déjà, pour une première ébauche, c'était déjà une moto qui roulait. Et il nous est arrivé une aventure terrible, c'est que donc la première étape, on arrive dans le sud à Tamanrasset, et on avait des gros réservoirs qui descendaient très bas, et pour faire remonter l'essence qui était en dessous des carbus, il y avait des pompes à dépression. Et donc, voilà, spécial, rapide et tout. Donc, j'avais eu des problèmes, des petits problèmes de mise au point avec la moto, donc j'avais perdu un peu de temps. Et là, je me dis, bon, dans cette spéciale-là, je vais me refaire, quoi. Et effectivement, je me refais, j'étais plus ou moins en tête, je devais être en tête. Et arrive deuxième partie de la spéciale, je passe sur la réserve, je change de réservoir, et la moto s'arrête. Plus de pompe. Et plus de pompe, et bon, la première moto un peu compliquée, impossible de démonter le réservoir, donc impossible de faire remonter l'essence pour la mettre dans les carbus, etc. Et là, le chrono tourne, et 1 heure passe, et pendant ce temps-là, Picard, sur la deuxième moto, ne passe pas, Marinoni ne passe pas, donc je prends un coup sur la tête en me disant, je voyais l'abandon, tu vois. La déroute. La déroute. Je finis par je sais plus où quelqu'un passe, me donne un peu d'essence, donc alors l'essence arrive au carbu, parce que les pompes marchaient pas, je savais pas pourquoi, mais les pompes marchaient pas. Je reprends le départ de la piste, et en fait j'arrive à l'arrivée, et à l'arrivée, à ma grande surprise, qui je vois, les deux ingénieurs de chez Cagiva, qui étaient descendus en moto de Varèse, à notre rencontre, parce que pour eux, ils voulaient vivre le truc, quoi. Donc ils avaient pris le bateau à Gênes, et ils étaient venus en moto avec les éléphants, sur la route, pour venir nous voir passer sur la piste. Et ils ne comprenaient pas pourquoi j'arrivais pas, quoi. Alors le soir, explication de texte et tout, alors on commence à gueuler et tout. On découvre qu'en fait, au moment où ils ont monté les motos, il y a un tuyau de dépression pour faire marcher les pompes à membrane, et ils ont raccourci ce tuyau par rapport à la moto de base. Et le fait de raccourcir le tuyau, la pression était trop forte, et dès qu'on passait sur la pompe, on arrachait les membranes. Même chose sur les 3 motos. Donc les 3 motos en panne. Donc on a mis des pompes électriques, on a réussi à discuter de mettre des pompes électriques de bagnole, des facettes électriques. Classique. Plus de problème, mais on avait perdu, on avait pris 2 heures dans la vue, enfin bon. Bref, ça a été le début de l'aventure, mais l'avantage, c'est que par rapport à ce que j'avais vécu avec BM, ils étaient super réactifs, c'est-à-dire que dès qu'il y avait un problème, on trouvait la solution, et puis ils avaient qu'une envie, c'est de trouver la solution, et ils étaient très passionnés, et donc j'avais le support, moi qui étais en plus un peu à l'origine du projet, j'avais tout le monde était là pour faire en sorte d'essayer de gagner. Et bon, cette année-là, bon, on a eu pas mal d'aventures parce qu'on traversait le Ténéré, on a fait des grandes étapes et tout. Et donc ça s'est fini, c'était la fameuse année où on allait en Mauritanie où l'étape a été annulée. Tu sais, on est arrivé à Tichit de nuit, on est reparti
de nuit en liaison, enfin c'était l'enfer. C'était très dur, c'était énervant. Et donc cette dernière étape, on a eu des problèmes avec l'assistance parce que la voiture est tombée en panne, donc on n'a pas pu faire la rotation avec les pièces détachées, le camion et tout. Bref, on n'a pas pu changer le moteur comme on aurait dû. Donc je me retrouve au départ de la dernière spéciale avec un moteur un peu usé et un moteur d'occasion dans la voiture de Jérôme Boussier. Et donc on décide de pas le changer parce que d'avoir un moteur d'occasion ou un autre, celui-là, ça va rien changer. Donc ça change rien. Donc je prends le départ de la dernière spéciale qui nous amène au Mali. Il y avait 2 spéciales. Première spéciale qui nous fait sortir du Mali, on passe le bac. Non, pas le bac, enfin, c'était un guet. Un guet, et après il y avait une deuxième spéciale. On reprend le départ de la deuxième spéciale, et là on est au Sénégal. Et là, en fait, je suis mathématiquement en tête, c'est-à-dire que j'ai quelques minutes d'avance sur Rayé, mais je suis en tête parce que c'était la grosse. Pour moi, c'était le challenge. C'était le battre les BM. Et bon, je suis sur la piste et il y a des arbres, il y a pas mal de poussière et tout. Et d'un seul coup, ma moto s'arrête. HS. Donc moi, Damned. Je me range sur le côté, je commence à démonter tout ce que je peux et je prie le ciel que la voiture d'assistance arrive. Sauf que avec la poussière qu'il y a, je me dis putain, ils vont pas me voir parce que il y a une poussière d'enfer, il n'y avait pas de vent et tout. Donc je mets la moto en travers, la piste est comme ça, je pose le réservoir un peu avant, que j'ai démonté, 10 ans pour baliser, et puis j'attends. Les concurrents commencent à passer et tout, et d'un seul coup, qu'est-ce que je vois arriver? 2 phares, le Land de Jérôme Boussier et de Pierre Fauché. Ils s'arrêtent, je leur explique et tout, elle me dit c'est jouable et tout, hop, on se jette sur la moto, ils sortent le moteur, on remet le moteur. Et là, moi, je suis en train de regarder ma montre parce que j'ai qu'une angoisse. C'est les 3 courses. C'est les 3 courses, de prendre la pénalité forfaitaire. Alors, il remonte la moto. À un moment, on arrive au moment du sabot. Je lui dis, laisse tomber le sabot, on s'en fout et tout. Hop, il me pousse, je monte sur la moto et je repars. Je repars dans la nuit. J'ai peut-être 30-40 bornes à faire, tu vois. Et puis, je suis presque arrivé et tout. Et d'un seul coup, je prends une marche, je saute en l'air comme ça. C'était un pont avec une marche. Je tombe sur le réservoir, la moto s'arrête, et je vois le gyro du CH de l'autre côté, de l'autre côté du pont. Tu vois. Putain, je descends de la moto, je pars en courant, poussant la moto, et parce que j'ai qu'une angoisse, c'est le chrono, tu vois. J'arrive sur la table de chrono, je m'écroule. Là, j'entends le mec qui dit, il m'annonce le temps. Je le regarde, il me dit, c'est bon. C'est-à-dire que je suis à 30 secondes près. Tu restes dans la course. Putain. Ouf. Bref. Important. Donc, je finis, mais bon, finalement, je finis 8e au scratch, alors que, bon, on est passé 2 doigts de l'exploit quand même cette année-là. Et puis voilà, quoi, c'est dramatique, mais c'était quand même une super aventure, parce que quand même, pour monter de toutes pièces une écurie, construire une moto, et avec surtout le challenge d'avoir quitté BM pour... voilà. Donc ça, c'était le début de l'aventure. Bon, alors l'histoire, elle continue après avec Cagiva, et puis elle se termine dramatiquement en 87, avec l'accident de...